Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est sociologue, directeur de recherche au CNRS, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et membre senior de l'Institut universitaire de France. Il a travaillé sur l'échec scolaire, les rêves ou encore Kafka. Il est sensible aux aboiements des chiens, signe d'une adoration mystique selon lui et selon Darwin. Mais c'est aussi un sociologue insatisfait puisqu'il signe une somme aux éditions de la Découverte pour révolutionner sa discipline, les structures fondamentales des sociétés humaines. Bonjour Bernard Lahire. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Bernard Lahire, je vais commencer avec une question bête. Oui. Combien de temps on met pour écrire une telle somme qui fait à peu près 1000 pages et avec une telle ambition, celle de révolutionner la sociologie ? Si c'est le temps d'écriture à proprement parler, il faut bien 2 ans. Mais si c'est une question de maturation du projet, c'est très très long et je peux même pas le dater. Je sais que les premières notes c'était en 2017, ça je sais parce que je suis retourné sur mes premières notes. Mais 2017 c'est pas si loin que ça. Je pense que... ça me semble 6 ans quand même. Oui, mais je pense que les frustrations qui sont à l'origine de cet ouvrage viennent de bien plus loin et peut-être même créées par des éléments de ma formation où j'avais des cours à l'université quand je suis rentré, j'avais à peine 18 ans. C'était à quelle époque à peu près pour qu'on ait une idée? Vous voulez dater, vous voulez me dater comme au carbone 14? Je peux donner votre date de naissance si vous voulez. Bien sûr. C'était en 81 et je me rappelle très bien de cours qui s'appelait Langage et société, où on parlait du langage des abeilles, où on parlait de la capacité symbolique de l'homme, etc., qui le différenciait, mais en même temps qui avait quand même des systèmes de communication animale, avec des articles de Benveniste, par exemple, qui est un grand linguiste, comme on sait. Voilà, et tout ça, après, je l'ai plus vu, en fait, dans les travaux que j'ai lus en sciences sociales, ces questions-là, sans doute liées à un enseignant particulier. Je ne les voyais pas apparaître alors qu'elles me paraissaient complètement fondamentales pour faire de la sociologie fondamentale sur des questions importantes concernant l'homme et sa vie en société, les structures dans lesquelles il évolue, etc. Si on n'arrive pas à dater ce moment où votre réflexion débute, en quelque sorte, est-ce qu'il y a quelque chose... Frustration même. Cette frustration, est-ce qu'il y a un déclic, quelque chose qui vous a dit là, il faut que vraiment je me concentre sur cet axe de travail? C'est des paliers. Je pense qu'il y a un ouvrage qui a été important. C'est quand je travaillais sur un tableau de Nicolas Poussin. En fait, c'est une trajectoire historique d'un tableau, enfin plusieurs tableaux qui étaient censés être le vrai de Nicolas Poussin, mais tout le monde ne défendait pas le même. Et je voyais des processus de magie sociale, d'attribution. Qui a le pouvoir d'attribuer de l'authenticité à un tableau alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et là, j'ai vu que la question de la magie sociale intéressait d'un côté des anthropologues qui faisaient des théories de la magie, des historiens des religions, des sociologues qui travaillent sur le pouvoir symbolique, etc. Sauf que ces gens ne se parlaient pas. Donc vous avez des gens qui travaillent sur le Moyen-Âge et qui se posent des questions sur est-ce que l'eau bénite est d'une nature différente de l'eau qui est pas bénite, etc. et qui se posent même Oui, absolument. Et qui se pose la question même, est-ce que c'est quoi une monnaie finalement, alors que c'est qu'un morceau de métal ou qu'un morceau de papier? Bon. Et en fait, c'est les mêmes. On a des processus qui sont les mêmes dans des secteurs extrêmement différents, et on retrouve ces processus dans des sociétés extraordinairement différentes, des sociétés dites primitives, comme des sociétés tout à fait contemporaines, et avec des effets comme l'a montré Bourdieu, de les rites d'institution. Quand l'école vous dit vous êtes agrégé, il crée une situation qui n'existait pas avant. Donc Voilà un type de mécanisme qui est en fait relativement universel de ce qu'on connaît, évidemment, de l'ensemble des sociétés documentées. C'est des choses qu'on voit un peu partout. Mais personne ne le dit, personne ne le voit. Très peu de gens se lisent entre ces différentes petites communautés de spécialistes. Et ça a commencé à monter. La frustration était là. Oui. Vous l'avez dit, Bernard Lahire, une absence de communication entre les sciences, une absence de retrouver les sujets autour des sciences naturelles.
et au début de votre livre, Les structures fondamentales des sociétés humaines, un oubli du réel. Alors, ça semble un petit peu vague, voire même un petit peu écrasant, en fait. C'est quoi le réel et pourquoi la sociologie l'aurait oublié, alors qu'on voit plutôt les sociologues comme des gens sur le terrain, qui vont faire des enquêtes, qui vont faire des entretiens. Qu'est-ce qui s'est passé avec la sociologie ? Non, c'est pas que les sociologues n'aient pas de données. Les bons sociologues, il y en a de très très nombreux. C'est même la majorité, à mon sens, de très bons sociologues, de très bons historiens, d'anthropologues, qui nous font découvrir des parties de la réalité. La question, c'est qu'ils croient très peu, de manière très générale, à la possibilité de dégager des principes généraux, des lois générales, des mécanismes généraux. De dire les universalités dont vous parliez, finalement. Oui, de ce qui structure, au fond, ce qu'ils découvrent dans des objets toujours limités. Mais c'est normal d'avoir un objet toujours limité. Je n'ai eu que des objets très limités au cours de ma carrière. Mais à un moment donné, si vous ne prenez pas du recul en vous disant « mais est-ce que ce que je découvre là n'est pas en fait découvert ailleurs ?» Eh ben, vous perdez le sens de ce qui est commun dans tout ça, et vous vous réfugiez dans une sorte de constructivisme qui consiste à dire bon, nous on porte des regards sur le monde, mais on n'accédera jamais au monde. Il y a une sorte de peur de dire des choses sur le réel, ce qui est assez incroyable. Justement, comment ça s'explique, cette peur, cette réticence il y a une forme de je ne suis pas légitime pour le faire? Alors, globalement, je pense qu'en sciences sociales, il y a très peu de foi scientifique forte. Paradoxalement, alors. Oui, mais parce que beaucoup de gens font du travail sérieux, entendons-nous bien. Moi, je critique pas mes collègues, ou alors si je critique mes collègues, je me critique moi-même dans tout ce que j'ai fait auparavant. Donc le but n'est pas là. C'est qu'on travaille bien, mais on travaille de manière trop désorganisée et sans croire qu'il est possible de dégager des acquis de tout ce qu'on a fait depuis 150 ans. Or, il y en a des acquis. Et quand vous lisez, et c'est un long travail, mais si c'est collectif, le travail, il est moins lourd. Moi, j'aurais eu moins de travail si on était organisé collectivement beaucoup mieux qu'on ne l'est. Parce que j'ai dû faire quelque chose qu'on ne fait pas ordinairement. Mais si on le faisait tous un peu, eh ben, on arriverait à diminuer la charge de travail pour tout le monde. En fait. Mais vous espérez justement mettre un élan, initier un mouvement collectif où on peut se dire, la sociologie, là j'ai mis au point ce que vous appelez des lois générales, mais aussi des grands faits anthropologiques, des lignes de force. Oui. On peut tous s'accorder là-dessus, ou alors on peut en discuter, on peut en débattre, et à partir de là, on va dire que la sociologie, c'est une grande science humaine, et c'est pas juste une science humaine d'expertise où on réagit à chaud sur l'actualité. Ou sur des problèmes localisés. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut faire un travail collectif très enthousiasmant, de rassemblement de tout ce qu'on a fait, alors que tout le monde part de manière désordonnée. En fait, dès qu'un collègue avance quelque chose, si c'est un adversaire théorique, les autres lui tombent dessus pour empêcher que même le peu de ce qu'il a fait et de ce qu'il nous apprend soit reconnu. Et ça, c'est désastreux. Ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans les sciences naturelles. Notamment, et ça c'est aussi quand on fréquente par la lecture les sciences naturelles, elles sont pas parfaites, hein. Ils savent eux aussi qu'il y a une part d'idéologie dans leur travail, etc., et qu'il y a des mauvais biologistes comme il y a des mauvais sociologues, etc., mais ils croient beaucoup plus et ils font beaucoup plus confiance à leurs collègues. Voilà. Ça veut dire que c'est un problème au niveau de l'organisation, peut-être, de l'université, de la recherche. Est-ce qu'il manque un lieu où ce débat doit avoir lieu, justement ? Et ça devrait être l'université, ça devrait être le CNRS. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début de votre livre, Bernard Lahire, vous le dites, c'est dans le guide de survie scientifique. Vous dites combien d'heures perdues à faire des conférences, à faire des séminaires où on retrouve les mêmes contradicteurs, les mêmes débats et tout. Alors qu'en fait, c'est là que ça pourrait se passer. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'université et la sociologie dans l'université ?
Non, alors c'est pas ce que je critiquerai en premier, mais effectivement la multiplication des séminaires, des journées d'études, des colloques, etc. fait que vous avez des collègues qui n'ont plus le temps, mais qui le disent. Moi, j'ai régulièrement d'anciens doctorants ou d'anciennes doctorantes qui sont devenus maîtresses de conférences, profs, etc., qui me disent je me rends compte qu'il faut que j'arrête parce que j'ai plus le temps. Ils font pas de recherche en fait. Ben, ils ont moins le temps de faire de la recherche parce qu'en plus on les charge de plein de charges administratives qu'il n'y avait pas il y a 20, 30 ans. Et donc tout ça effectivement fait que ça rend difficile les grands projets et les ambitions. Ça c'est sûr. Tout le monde est épuisé. Vous avez des universitaires épuisés. Bon, ça va un peu mieux pour les chercheurs en CNRS parce que quand même ils sont très largement déchargés de cours. Ils sont pas obligés de donner des cours. Donc ils passent pas leur temps en réunion pédagogique et en gestion de diplômes, etc. Mais c'est quand même il y a un problème. Il y a un problème de temps, il y a un problème de continuité du temps de travail. Donc tout ça participe. C'est pas la seule chose, parce qu'il y a des aspects épistémologiques aussi au problème dont on vient de parler. Il y a des aspects, peur de la biologie en ce qui concerne le cadre que je propose. Parce que j'essaye de renouer avec la biologie, alors que c'est vraiment la chose la plus, qui fait peur aux sociologues ou aux sciences sociales en général. Et pourquoi vous n'avez pas eu peur? Parce qu'on la voit venir, la critique de biologiser le social, du darwinisme social, c'est-à-dire en gros de légitimer des inégalités, des dominations par le naturel. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de ça, Bernard Ley? Bon, déjà, si on me prêtait ça voudrait dire que j'ai eu Vous avez raté votre... J'ai eu un accident vasculaire cérébral entre l'enfance de classe et ce livre-là. Il y a des gens qui changent de vision quand même, Alors, les chercheurs qui... Ça n'est pas mon cas. Vous êtes fidèle. Les inégalités on peut les combattre, etc. C'est pas le sujet n'est pas là. Par contre, effectivement, quand vous dites j'ai pas eu peur, j'ai longtemps eu peur. Parce que, comme je le dis souvent, moi j'ai été dans des formations où les deux peurs, c'était biologiser le monde social ou psychologiser le monde social. Voilà, les deux choses à pas faire. Quand on vous dit que c'est comme ça et que vous n'allez pas être fou, vous n'allez pas écrire un article en commençant à faire des liens entre la biologie ou la psychologie, c'est un peu mieux accepté. Moi, j'ai utilisé de la psychologie. Oui, je rappelle que vous avez écrit l'interprétation sociologique des rêves en 2 volumes. Voilà. Et bien parce que ça me semble absolument pas incompatible et que je pense là aussi qu'il y a des ponts très importants à faire. Mais donc, pourquoi à un moment donné j'ai dépassé ma peur? C'est tout simplement pour des raisons scientifiques. Quand on lit des biologistes, quand on lit des éthologues, quand on lit des paléoanthropologues, et qu'on voit qu'au fond, ils se posent des questions sociologiques qui sont fondamentales, on voit pas où est le danger, en fait. C'est pas des gens qui sont d'horribles chercheurs qui veulent absolument tout biologiser et expliquer le monde social contemporain, justifier les inégalités, etc. C'est pas du tout le cas. Il doit y en avoir, mais moi je les ai pas trouvés dans tout ce que j'ai lu. Au contraire, ils alimentent des questions et ils permettent de résoudre des problèmes que nous avons abandonnés alors que ce sont des problèmes sociaux. Voilà. Justement, on va écouter un de ces grands chercheurs que vous citez, Bernard Ley. Pour les biologistes comme moi, nous sommes des animaux. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On est l'homme et on pense que ça c'est très spécial. Et c'est vrai qu'on a des cerveaux plus grands qu'un chimpanzé, 3 fois plus grands. Et ça fait une différence. Mais on est des animaux. On a des cœurs, des cerveaux, tout. Dans tout, on est des animaux. Et pour moi, il n'y a pas de frontière entre les deux. Mais l'homme est un animal. Alors, c'est un peu comme demander est-ce qu'une table est différente d'une chaise? Oui, ils sont différents, bien sûr, ils sont différents, mais c'est des meubles. Et c'est comme ça que je regarde l'homme et les animaux. Le primatologue France Deval en 2018 dans la série documentaire sur France Culture, finalement, vous dites
la même chose que lui, Bernard Layer. Dans ce livre, Les structures fondamentales des sociétés humaines, il y a une continuité entre l'animal et l'humain. L'idée, c'est de faire ressortir ce que vous appelez des invariants. Alors, qu'est-ce qu'on a de commun, d'universel, qui se retrouve dans n'importe quelle société, qu'elle soit humaine ou non humaine? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est quand même d'abord et avant tout de mettre en évidence des invariants des sociétés humaines, ce qui est déjà une lourde tâche. Et ce que je dis, c'est que c'est dans la comparaison avec des sociétés animales qui peuvent être très éloignées de nous, si vous prenez des abeilles ou des fourmis. Vous citez même des bactéries. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça m'a marqué. Mais il y a des travaux qui montrent très bien comment les bactéries se comptent, entre guillemets, pour arriver à créer des biofilms et pouvoir se protéger. C'est des utilisations du collectif pour survivre, en fait, en groupe. Le groupe, c'est un avantage, en fait. C'est un avantage adaptatif, comme aurait dit Darwin. Si vous êtes en groupe, vous protégez mieux des prédateurs extérieurs. Donc, c'est pas un hasard si dans beaucoup de taxons, comme on dit en biologie, chez les oiseaux, chez les insectes, chez les mammifères, etc., il y a une vie sociale parce que c'est un avantage, en fait, de vivre en groupe. Donc, oui, pour moi, il y a, Franz de Waal dit une chose qui est évidente. Si ça choque encore des gens, alors ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas lu Darwin. Parce que ce que dit Franz de Waal, c'est ce que dit Darwin. Si on lit l'origine des espèces ou la filiation de l'homme, il dit, bon, voilà, il y a une continuité évolutive, l'homme, comme les autres, enfin, on est dans le règne animal, nous sommes des primates, nous sommes des mammifères, nous partageons un certain nombre de propriétés biologiques avec beaucoup d'espèces. D'abord, nous partageons des propriétés biologiques avec la première cellule qui était à l'origine, parce que on a nos cellules, même dans le règne végétal, les cellules ne sont pas éloignées du fonctionnement de nos propres cellules. On fait partie du même ensemble vivant, qui s'est séparé progressivement. Voilà, il y a une séparation, n'importe quel biologiste vous raconterait ça. Moi, je ne fais que traduire ce qu'ils disent. Et en fait, voilà, donc nous sommes des animaux. Il n'y a pas de coupure homme-animal. D'ailleurs, c'est une grosse difficulté d'écriture, parce qu'à chaque fois, on est obligé de ne pas dire animal. Non humain. Voilà, on est obligé de dire animal non humain et animal humain pour rappeler que nous sommes des animaux. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire c'est une question morphologique. Oui, évidemment, on est bipède, ça ressemble quand même à une partie des chimpanzés qui reste quand même un peu plus debout que d'autres primates, etc. On a un pouce opposable, on a bon, il y a beaucoup de choses, et puis on a une encéphalisation, c'est-à-dire un cerveau qui s'est développé, et on le trouve déjà chez les primates non humains. Donc il y a plein de propriétés biologiques communes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des proximités, et évidemment beaucoup de différences, dans les structures sociales. Alors par exemple, alors il y a vous avez dit l'entraide. Oui, mais vous dégagez surtout quand même, par exemple, cet invariant qu'est l'interdépendance. Oui. Voilà, par exemple, des enfants à leur mère, vous employez ce terme qui... C'est la dépendance plutôt. La dépendance, et après l'interdépendance entre les individus d'un même groupe. Pardon. J'ai découvert ce terme qui, pour vous, est peut-être familier. Pour moi, pas du tout. C'est altricialité secondaire. Alors j'ai regardé l'étymologie, ça vient de altrix en anglais qui veut dire celle qui nourrit. Ça vient d'où ce concept et comment on peut l'articuler avec l'idée d'entraide alors qu'elle signifie qu'il y a quand même une forme de dépendance? Alors, c'est une longue question. Celui qui a inventé ce concept, c'est un zoologiste suisse qui s'appelle Adolf Portmann. Bon, c'est quelqu'un qui comparait les espèces dans leur ontogénèse, comme on dit, c'est-à-dire dans le développement. Comment on grandit quand on est petit. Voilà. On naît, et puis ça dure combien de temps avant d'avoir une maturité sexuelle, d'être autonome sur tel ou tel plan, sensorimoteur, etc. Bon. Et là, on constate depuis très longtemps, et tous les biologistes le savent, qu'il y a des animaux précoces ou précociels qui, très rapidement après la naissance, se débrouillent. Voilà. Ils sont autonomes assez rapidement. Et puis, il y a des espèces altricielles, où il faut beaucoup plus de temps, parce que
le petit naît sans compétences, sans capacité à se nourrir lui-même, à se protéger lui-même, à se réchauffer lui-même, etc. Comme les enfants humains, finalement, les bébés. Quoi. Alors on trouve ça chez les oiseaux. Il y a des oiseaux qui sont nidifuges, comme on dit, c'est-à-dire qui sortent très rapidement du nid, et d'autres qui sont nidicoles, qui sont protégés par les parents longtemps, qui viennent leur apporter la nourriture pendant une grande période, etc. Tout cuit dans le bec, ça c'est l'image qu'on a. Oui, c'est ça. Et on a ça. Alors chez les mammifères, c'est encore plus important. C'est un continuum en fait. Chez les primates, c'est encore pire. Et l'homme, c'est l'animal le plus altriciel. C'est celui qui naît le plus prématuré. À cause d'une tête énorme, vous avez dit gros cerveau, non, c'est Franz de Waal qui parlait du gros cerveau. Oui, le gros cerveau du petit, il passerait pas si on attendait qu'il soit développé entièrement. Et en même temps, le bassin des femmes est restreint par la bipédie. Ça, c'est étudié par les paléoanthropologues. Et du coup, il y a une naissance très prématurée et un très long développement extra-utérin. Voilà. Avec cette relation de dépendance très forte et particulièrement forte dans l'espèce humaine. Donc ça crée à la fois alors ce que certains appellent l'instinct parental. Si vous voulez que l'espèce elle continue, il faut s'occuper de vos enfants qui sont complètement incompétents. Qui ont besoin d'une protection. C'est des larves, comme je dis souvent. Nos enfants, ils savent même pas s'agripper comme le petit d'une femelle chimpanzé qui s'agrippe au poil de la mère. Donc nous, on n'est même pas capable de ça. Donc vous imaginez. Et puis ça dure très très longtemps. La maturité sexuelle, c'est même très dangereux pour une espèce d'avoir une maturité sexuelle très très tardive. Pourquoi dangereux ? Parce que vous avez toutes les raisons de mourir avant de pouvoir vous reproduire. Donc pour l'espèce, c'est un risque considérable. Or, si ça s'est fait, c'est parce que il y a eu des comportements altruistes qui ont pu se développer, c'est-à-dire que les parents, d'abord la mère, puis des alloparents, la mère, le père qui peut intervenir, mais aussi des alloparents. On dit dans certains villages africains, il faut tout un village pour élever un enfant, mais c'est ça. Dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs, un enfant, il est pris en charge par... Donc des membres d'une famille, mais par exemple, on peut penser dans les crèches aux assistantes maternelles. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés, voilà. Alors beaucoup de grands-parents, de grands-mères, mais est-ce que vous savez que les grands-mères, chez les cachalots, chez les grands mammifères marins, chez un grand mammifère terrestre comme l'éléphant, les grands-mères, elles jouent un rôle très important de garde, de babysitting, comme disent souvent les éthologues qui travaillent sur ces espèces, parce que il y a un avantage. Si on prend pas garde aux petits, il y a des risques. Ce que vous voulez dire, c'est que ce fait majeur que vous décrivez dit tout sur l'organisation ensuite de la société, du groupe en quelque sorte. Il ne dit pas tout, mais il dit des choses très très importantes. Alors, je vais essayer de le dire en quelques mots. Mais grosso modo, ce lien de dépendance qui est précoce, c'est dépendance totale dès le départ, et ça dure très très longtemps, eh bien, ça crée des dispositions, forcément. C'est-à-dire que c'est sous nos yeux, cette question-là. Nous sommes dépendants de notre première expérience fondamentale et qui est universelle en tant que mammifère très altriciel. C'est le fait de vivre une dépendance. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous vivons durablement dans des rapports de domination parent-enfant. Après, on s'étonne que nous avons des rapports de domination partout. On peut parler d'un chef d'État comme d'un père de la nation, le père de la nation, le petit père des peuples, la mère patrie, etc. Même chez les chasseurs-cueilleurs, quand vous voyez les discours qui sont tenus par certains chefs ou dans des chefferies ou dans des sociétés à État, c'est toujours je vous apporte la prospérité, je vais vous protéger, etc. Et en même temps, alors ça c'est plus pour les sociétés à chefferie et à État, si vous vous comportez pas bien, on va vous punir. Vous avez une sorte de parents, de fonctions parentales développées, et vous les retrouvez sur le plan religieux,
on en appelle à des esprits, à des divinités, etc., pour nous protéger. On a peur de mourir, on fait des rites. On a peur que la récolte soit pas bonne, on fait des rites, etc. On essaye de se protéger symboliquement en matière religieuse, ou, j'allais dire, un peu plus réellement ou pratiquement avec des responsables politiques, d'une manière comme d'une autre. Ils doivent nous aider, ils doivent nous venir en aide, ils doivent nous nourrir, ils doivent veiller à ce qu'on soit bien, à ce que la chasse soit bonne, à ce que nous arrivions à vaincre nos ennemis, etc. Donc il y a toutes ces choses-là que l'on peut tout à fait relier à cette question-là d'origine, de la matrice rapport parent-enfant, on va dire, de départ. Et en fait, c'est aussi là une énigme importante, parce que les sociologues ou les historiens ou les anthropologues disent bon, la domination, il y en a beaucoup, mais elle varie en permanence. Alors oui, elle varie culturellement. Les formes de domination dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui nos formes de domination. Mais par contre, l'interrogation qu'ils oublient, c'est pourquoi il y a de la domination partout plutôt que le contraire. Pourquoi on n'aurait pas l'exemple d'une société qui serait dépourvue de rapports de domination, qui n'aurait que des relations la question que je vous posais, parfaitement équilibrées. Bernard Layer, puisque vous le dites dans votre livre, même dans les formes de vie bactérienne, il y a des formes d'entraide, des formes de mutuelle assistance. Est-ce que ça, en fait, et même quand on parle de dépendance, nous on le voit d'un mauvais œil, mais en fait la dépendance, on peut aussi le voir comme du soin. Oui. Donc pourquoi en fait on ne pourrait pas plutôt parler d'entraide, de solidarité au lieu d'une domination? Parce que les deux vont ensemble, c'est les deux faces d'une même pièce. Et vous faites bien de me relancer parce que je n'avais pas répondu totalement à votre question. Mais c'est parce que ma question était longue. C'est qu'en fait, c'est à la fois de l'entraide. Quand une mère chimpanzé, une femelle chimpanzé s'occupe de son petit, elle sacrifie beaucoup de son temps. C'est très très long, c'est très coûteux. On pourrait le dire, de la plupart des femmes, parce que c'est quand même encore aujourd'hui, même dans des sociétés qui veulent de l'égalité face aux enfants et à l'éducation des enfants, etc., c'est quand même les femmes qui payent le plus cher le fait d'avoir un enfant. Ça demande beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'il y a du sacrifice, il y a du don de soi, il y a effectivement, c'est du soutien gratuit d'une certaine façon. Et en même temps, vous ne pouvez pas, tout en étant, on peut être admiratif du temps passé par les parents auprès de leurs enfants, ça reste quand même des rapports de domination. Parce que quand vous êtes petit, vous avez des sortes de monstres qui sont les parents, qui sont plus grands, plus forts que vous, qui savent faire des choses que vous ne savez pas faire, qui vous disputent, qui vous punissent, qui vous sanctionnent, mais qui vous excluent aussi. Oui, tout. Quand ça tourne vraiment mal, ça peut être du mauvais traitement psychique, ça peut être du mauvais traitement physique, etc. Bon, il y a tout ça, c'est-à-dire ça reste, malgré l'entraide, malgré le fait que nous n'arriverions pas à survivre s'il n'y avait pas ce don de soi, donc cet altruisme qui est développé. Malgré ça, ça reste une relation de domination. Pour la femme même, je considère qu'il est souhaitable qu'elle travaille. Pour elle-même, parce que le travail procure plus de liberté, plus d'indépendance. Et si l'on regarde la femme à son foyer, on se rend compte que la femme qui apporte un salaire, son propre salaire, le fruit de son travail, le fruit de ses efforts, est en fait plus libre dans sa maison. Et le mari et la femme se trouvaient être égaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi je pense que ça peut être très utile, mais je fais des réserves étant donné que mon point de vue est une protection de l'enfance et que par conséquent, la femme, à mon sens, doit travailler tant qu'il n'y a pas de vie d'enfant en jeu. Quand la vie des enfants est en jeu, surtout au cours de la première année, j'estime que le devoir de la femme est de rester à son foyer, d'allaiter son enfant, mais certaines modalités doivent être prises de la part d'industriels, conformément d'ailleurs à une certaine législation en vigueur. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Un débat du 31 janvier 1947 dans la Tribune de Paris entre Marie Couette, secrétaire confédérale de la CGT, et Suzanne Villain, inspectrice de l'Office de protection de la maternité et de l'enfance, sur le fait de travailler ou non pour une femme. Ce qui me permet de vous lancer, Bernard Layer, sur cette question. Jusqu'où un invariant
naturel, un invariant social biologique, je vais dire, comme par exemple la dépendance d'un enfant à sa mère, peut-il être modifié par des avancées culturelles? Et donc là, on arrive quand même sur ce sujet assez dur de distinguer le social du culturel. Oui, alors, c'est très important parce que le fait d'altricialité secondaire chez l'homme est un fait biologique. Clairement, c'est défini par les biologistes, c'est un mode de développement de l'enfant, c'est voilà, une histoire de vie particulière d'une espèce, etc. C'est un fait indéniablement biologique. Moi, je prends en compte ce fait pour voir immédiatement les conséquences sociales de ce fait biologique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences sociales. C'est les corrélats sociaux, on va dire, de cette situation de fait, l'altricialité secondaire. À ce moment-là, on voit ce rapport de dépendance, ce rapport de domination qu'il y a, et ce rapport d'attachement dont parlait par exemple un théoricien comme Bowlby, qui a travaillé d'ailleurs à comparer des espèces, c'est-à-dire il montrait que la mère est très attachée à son bébé, parce qu'elle l'a porté, parce que elle l'a souvent allaité, parce que et qu'elle était seule à l'allaiter, et que dans certaines sociétés elle pouvait l'allaiter très longuement, etc. Bon. Donc là, on est dans l'ordre des rapports sociaux qui sont contraints par une situation biologique. Vous n'avez pas le choix, si vous voulez survivre en tant qu'espèce, que de vous rendre disponible pour vos enfants, de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Donc ça fixe des rapports entre les vieux et les jeunes. D'ailleurs, ça fait dire par exemple que ça n'est pas un hasard si chez un très grand nombre de sociétés de chasseurs-cueilleurs, les vieux dominent les plus jeunes. Une société qui est considérée comme avec des formes élémentaires de vie sociale, comme les aborigènes d'Australie, on parle de gérontocratie. Ce sont les vieux qui dominent les jeunes. Je pense que cette situation est liée à ce fait de la domination liée à un fait biologique d'altricialité secondaire, mais c'est une conséquence sociale. Et sur cette base de conséquences sociales, vous avez de la variation culturelle qui s'entoure comme une barbe à papa. C'est-à-dire que vous avez une tige comme ça, et puis vous mettez du sucre et ça tourne autour. Et selon la société, vous n'avez pas la même barbe à papa. Vous avez un truc plus fourni, vous avez des choses mais qui n'ont pas les mêmes formes. Mais jusqu'où cette barbe à papa, elle peut creuser le bâton en plastique? Alors, sur la question de la domination masculine, par exemple, qu'est-ce qui a changé? On a par nos artefacts, alors ça c'est une question sur laquelle je reviens, hein, c'est un chapitre entier sur l'accumulation culturelle. Voilà, sur l'accumulation culturelle, sur le fait que nous soyons des producteurs d'outils, d'habitats, de vêtements, de tout ça, d'artefacts comme on dit. Et que nous les accumulons, et au fur et à mesure qu'on les accumule, on les améliore, on les combine entre eux, etc. Donc ça se complexifie. Bon. Tout ça fait qu'on arrive à un point, mais alors très tardif dans l'histoire de l'humanité, où on invente le biberon, où on invente le lait maternisé, où on invente la contraception, où on a des techniques d'avortement, etc., etc. Bon, tous ces points-là, on pourrait les prendre un à un, ils ont contribué à desserrer le lien entre la mère et l'enfant. C'est pas un hasard si beaucoup de féministes aujourd'hui disent un point central, c'est de se réapproprier son corps. Elles ont tout à fait raison. Mais c'est de manière plus concrète. C'est pas se réapproprier son corps, c'est se dire moi je peux décider en tant que femme de pas être mère, par exemple. Donc déjà, ça commence par là. Et puis si j'ai un enfant, je ne suis pas obligé de l'allaiter. Je suis déjà obligé de le porter. On n'a toujours pas inventé d'utérus artificiel, mais on en parle. C'est déjà dans les débats aujourd'hui et pourquoi pas un utérus artificiel. Si on arrivait à l'utérus artificiel, on serait les premiers mammifères à avoir changé la situation faite à tous les mammifères de seul le sexe féminin peut porter l'enfant. Bernard Léal, vous êtes agacé par cette affirmation qui dit que tout est culturel, tout est une question de construction ou alors de point de vue. Mais est-ce que là, avec la perspective peut-être d'un artefact comme un utérus artificiel, on pourrait quand même être dans le constructivisme, dans le tout est culturel et dire finalement la nature, c'était une base
au départ, mais maintenant, vraiment, elle ne va plus exister. Non, la nature continue à exister. Tant que vous avez une partition sexuée, vous êtes obligé de composer avec ça. Vous n'avez pas le choix. Et on voit bien que maintenant, il faut faire des opérations pour arriver à changer de sexe. Il a fallu que la médecine rende possible ça, que la chirurgie rende possible ça, qu'on puisse donner des hormones, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup de moyens techniques, scientifiques, médicaux qui rendent possible des transformations d'une situation naturelle de départ. Mais la situation naturelle, nous ne sommes pas en mesure de la changer. Ce qu'on peut faire, c'est sur des bases culturelle, en tenant compte de cette contrainte biologique, voir qu'est-ce qu'on peut arriver à modifier de cette situation en faveur, par exemple, d'une égalité homme-femme ou d'une plus grande égalité homme-femme, on va dire, dans plein de secteurs de la vie sociale. Par contre, je suis beaucoup plus interrogatif et je vois pas comment on pourrait changer la situation de comment les enfants pourraient dominer leurs parents. Oui, vous le dites à un moment donné, il dit on n'a jamais vu de société où des enfants dominent leurs parents. Déjà, on a modifié des choses parce que les parents se sont autocontrôlés. Il y a de l'autocensure des parents. On est à une époque où on interdit la fessée. Donc ça veut dire que les parents diminuent leur pouvoir. Oui, mais en même temps, on garde plus longtemps les enfants chez nous. Mais bien sûr, et que de toute façon, même avec un très haut degré de bienveillance, avec des parents qui ne frappent pas, qui ne disputent pas, qui ne traumatisent pas psychologiquement, etc., il restera quand même qu'il y a un rapport de domination. On peut limiter les dégâts, on va dire, mais la relation de domination existera toujours, même si elle est bienveillante. Donc ça, c'est l'invariant. Sur lequel qui est invariable. Ou alors il y a quelque chose qui m'échappe sur le plan biologique, mais je crois que voilà, nous naissons petits, faibles, vulnérables, et nous sommes sous dépendance parentale ou d'adultes plus généralement pendant très longtemps. Ça marque tout le monde dans toutes les sociétés. Merci beaucoup Bernard Lahire. De vous, on peut donc lire Les structures fondamentales des sociétés humaines aux éditions de la Découverte. Le titre peut un peu faire peur, mais franchement, ça se lit bien. J'espère. Oui, ça se lit bien. Avec plein d'exemples. On a parlé, moi j'ai été fascinée par les bactéries et les plantes, mais il y a les poules aussi. Voilà, il y a les suricates à un moment donné. Enfin, oui, les suricates, j'aurais aimé en parler. Ah, vous auriez aimé en parler. Moi, j'ai lu dans une de vos interviews, et je cite aussi les 2 volumes de l'interprétation sociologique des rêves, aussi aux éditions de la Découverte. Pour finir, vous avez le choix, Bernard Lahire, une chanson sur les bébés ou une chanson sur les singes? Écoutez, je sais pas. Celle sur les bébés est très bien. Ah, alors, je vous fais confiance. Voilà. C'est un drôle de choix. Achète-moi, maman, un petit frère qui ne soit pas en carton, ni en cire, ni en chiffon. Achète-moi, maman, un petit frère. Je veux un gros bébé, mais qui parle pour de vrai. Petite maman chérie, toute seule je m'ennuie. Avec toutes mes poupées, je joue pendant des journées. Souvent je me demande pourquoi les embrasser, puisqu'elles ne me rendent pas le moindre baiser. Achète-moi, maman, un petit frère qui ne soit pas en carton, ni en cire, ni en chiffon. Achète-moi, maman, un petit frère. Et pour ceux qui ont envie d'écouter chez eux cette chanson, c'est Zézette. Achète-moi un petit frère, maman. Un grand merci à l'équipe des Midis de Culture préparée par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son d'Ali Ya. Merci Nicolas, on se retrouve demain. À demain.